Bonjour à tous. Donc merci d'être présent pour ce talk sur les web components. Je vais commencer par une petite question un peu classique. Qui a déjà utilisé des web components dans ses projets? Si vous voulez bien. Bon, c'est cool, c'est ça commence à émerger. Le but de ce talk aujourd'hui, c'est vraiment de brosser un peu tous les cas d'usage, et on va le voir un peu après, des web components dans vos projets. Et vous en avez sûrement certains et on va en voir quelques-uns après. Et de voir un peu, le but c'est pas de vous présenter comment ça fonctionne, comment c'est construit, sur quoi ça repose, mais de se projeter un peu plus dans la partie concrète. Et la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi utiliser des web components dans votre projet? Donc pour essayer de répondre à cette question, je vais éventuellement raconter une histoire qui pourrait être celle de votre entreprise ou celle d'autres que vous auriez connues. C'est l'histoire de la société Acme Corporation, qui est une très grosse compagnie et qui, dans son parc applicatif, développe une, voire plusieurs applications, des applications à destination éventuellement du grand public, d'autres en interne. Donc elle se retrouve avec un écosystème applicatif assez important, avec éventuellement plusieurs technologies, alors que ce soit sur la partie, nous on va parler de technofront, mais ça peut être aussi de la partie back, mais en tout cas, il y a un écosystème qui est assez riche et qui doit être riche, hein. On n'est pas là pour rester sur une techno ou sur un paradigme. Et logiquement, ils ont beaucoup d'équipes pour réaliser ces applicatifs-là. Et ça implique éventuellement des problèmes qu'on pourra voir plus tard, mais il y a beaucoup de personnes pour réaliser ces applications-là. Et face à ce contexte-là, souvent, ces entreprises-là se rendent compte qu'au bout d'un moment, elles ont besoin de cohérence face à tous ces technos-là, toutes ces applications. Elles ont éventuellement besoin, ou elles sentent que le besoin peut arriver d'avoir un peu plus d'interopérabilité entre toutes les briques logicielles qu'ils vont utiliser dans leurs applicatifs. Et de par l'intérêt de livrer assez régulièrement avec tout ce qui est propulsé par l'agilité, on met de la valeur assez rapidement en prod, etc. Pour aller vite en prod, il faut de la stabilité, il ne faut pas qu'entre deux mises à jour ou au niveau de la construction de l'applicatif, qu'il y ait de la stabilité quand même pour qu'il puisse avancer rapidement. Et alors du coup, dans ce genre de compagnie-là, ou de société, si on reste au niveau de l'UI, tout ce qui est front, on est plus basé là-dessus. Une des réponses éventuellement, et on verra plus tard, c'est d'adopter un design system. C'est justement de créer une cohérence sur toute la partie visuelle entre toutes les applications. Et un exemple le plus connu, que vous connaissez tous, c'est les fameuses charts graphiques qui permettent de manière cohérente entre une ou plusieurs applications, d'avoir cette cohérence et que les personnes s'y retrouvent. Au niveau technique, on va en voir une aujourd'hui, une des réponses, c'est éventuellement les web components. Je préfère clarifier tout de suite les choses. C'est pas la réponse ultime, et on le sait tous, il n'y a pas de réponse ultime pour les projets qu'on a à développer. Le but de ce talk, c'est justement de vous montrer un peu comment on peut les utiliser après derrière. Et pour clarifier la situation, je prendrai cette image-là d'un orchestre symphonique que moi je trouve assez intéressante pour imaginer un peu tout ça. L'idée, c'est que les frameworks qu'on connaît tous, qu'on utilise tous, ils existent, et ils existeront encore pendant un paquet de temps parce qu'ils sont là pour résoudre le fameux problème qu'on a de persister, de maintenir un état entre le programme JavaScript et puis la partie HTML, la partie présentation au final. Mais si on se base un petit peu plus à un niveau un peu plus important, ils sont là pour orchestrer l'application. Et si on compare ça, on les met en perspective avec ces fameux web components, moi j'aime bien prendre l'analogie de ces fameux web components-là, ils sont plus là pour jouer la musique. Et puis le framework est là pour orchestrer un peu tout ça à un niveau un peu au-dessus. Donc on va voir, ça fera partie un peu du découpage qu'on peut mettre en place dans les projets après derrière. Alors le petit agenda du talk aujourd'hui, je vais d'abord balayer rapidement les 4 grosses tendances que vous avez aujourd'hui dans l'écosystème pour créer des web components. L'idée, c'est pas de revenir sur les standards, mais justement de voir si vous n'avez pas encore eu l'occasion, ou ça vous intéresse, ou si vous voulez mettre ça en place, qu'est-ce que vous avez à disposition aujourd'hui pour développer tout ça.
Et après, on verra la plus grosse partie, c'est les fameux use cases. C'est une fois que j'ai ces bibliothèques de vos components-là, ou que j'en ai un ou deux, ou que j'en ai pris un à l'extérieur, etc. Comment je peux les utiliser et quels sont les cas d'usage dans vos projets ou dans des entreprises sur des workflows un peu particuliers. On verra après. Et puis je finirai par un petit point sur qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois ou cette année ou l'année prochaine sur au niveau de la norme JavaScript ou même un peu plus large au niveau web sur des syntaxes ou des API pour enrichir encore plus et que les web components soient encore un peu plus riches et un peu plus adaptés à ce qu'on veut faire. Alors, avant d'entrer dans les détails, je vais me présenter. Je m'appelle Vincent Glubinski, je suis architecte logiciel chez S2I à Rennes. Je travaille plus sur tout ce qui est techno-front, que ce soit du browser, toutes les API qu'on utilise aujourd'hui dans les browsers. Alors, le premier chapitre sur les 4 grandes tendances, j'ai essayé de les simplifier et de les classifier. L'écosystème est assez riche. C'est toujours pareil quand on va présenter des librairies, des frameworks ou tout un écosystème. C'est pas exhaustif. Il y en a certaines qui existent, qui sont peut-être pas éventuellement aussi bien représentées ou éventuellement aussi bien propulsées par des grands acteurs. On verra après. Mais elles ont le mérite d'exister et des fois de proposer des paradigmes un peu différents. On en verra certaines tout à l'heure. Mais l'idée, c'est de vous donner la tendance sur si vous préférez tel ou tel techno, tel ou tel langage, que ce soit JavaScript ou TypeScript, tel paradigme, telle manière de concevoir les choses. Vous avez à disposition maintenant ce qui est intéressant dans la communauté, pas mal de choses. Alors les 4 grosses tendances, il y a les fameuses librairies classiques qu'on connaît tous. Il y en a certaines que vous connaissez peut-être déjà, on verra après. L'idée c'est de mettre en place, de wrapper tous les API Web Components, d'exposer une classe éventuellement, principalement, c'est généralement une classe JavaScript que vous allez étendre, et qui va vous proposer tout un tas d'expériences au niveau développeur sur des API, des syntaxes, pour faire tout ce que vous avez à faire avec votre Web Components derrière. Vous avez les frameworks, il n'y en a pas beaucoup, j'en ai pas listé beaucoup, il y en a un seul qui se présente comme un framework, il y en a un autre on pourrait en parler après derrière, de Polymer aussi, qui était un peu présenté comme ça au début, mais bon, il y en a un autre qu'on verra tout à l'heure. Il y a les compilateurs, le paradigme qui revient de plus en plus maintenant, et vous l'avez peut-être déjà vu, cet article de blog là sur les frameworks sont des nouveaux compilateurs, en gros avec Angular ou même d'autres frameworks qui commencent à rajouter cette phase de compilation avant de mettre votre applicatif en production. Et puis on a les backporters, je les ai appelés ça comme ça, c'est des frameworks historiques qu'on connaît, les principaux, et qui donnent la possibilité, dans leur approche composant, d'exporter les petites briques que vous allez faire avec leur syntaxe, leur techno, dans le standard Web Components derrière. Et on verra les intérêts, les avantages et les inconvénients. Au niveau des librairies, il y a 2 approches, ça dépend de votre affection sur la partie classe ou l'aspect un peu plus fonctionnel. Il y en a certaines qui se présentent d'une certaine manière, d'autres. Après, c'est à vous de choisir suivant votre aisance et votre choix et votre habitude de travailler avec un ou autre paradigme. Mais je les ai classées en celles qui sont un peu plus orientées classe de manière basique et celles qui se présentent comme des librairies plus orientées fonctionnelles. La première, qui est en gros porté par l'équipe de Google, la Chrome Team, qui est historiquement une librairie qui s'appelle LitElement, qui est basée sur une librairie de templating que certains connaissent, qui s'appelle LitHTML, qui propose, de par sa syntaxe, de définir, alors là il y a la syntaxe full ES6 avec des décorateurs, etc., de mettre à disposition, de créer votre composant et de le mettre à disposition derrière dans le registre global avec la syntaxe @customelement. Elle propose, et toutes les autres proposent généralement toute la même chose, c'est-à-dire toute la syntaxe sur la partie templating, de serait-ce que pouvoir gérer des boucles, tout ce qu'on a à faire dans les templates de manière basique. Au niveau, le cœur du système, c'est que, en gros, elle se base sur une librairie de templating qui s'appelle LitHTML, cette librairie-là
se repose au niveau du templating et de l'affichage au niveau du template final sur les templates string ES6. Donc qui permettent de découper et d'avoir des variables dynamiques ou des blocs dynamiques dans votre syntaxe de votre template. Donc le fameux par exemple de l'arzis.name. Et en utilisant une API un peu particulière de ces fameux template string ES6, d'avoir des blocs qui puissent être adressables de manière dynamique. Il y a des choses au niveau langage. Donc ça c'est intéressant, c'est en ça que c'est performant. Il y en a d'autres qu'on va voir après qui se basent là-dessus aussi. C'est performant parce qu'il n'y a pas de notion de virtual DOM, de je recalcule tout, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui n'a pas bougé. C'est le langage au niveau ES6 qui va se charger de faire tout ça. Et donc l'itelement, on pourrait dire, c'est le DIN successeur ou la DIN successeuse de Polymer. Parce qu'en gros, l'équipe de Polymer, en gros, a préféré, alors pas arrêter Polymer, mais simplifier les choses et se rebaser sur cette librairie-là pour la version 3 du framework. Et donc si vous voulez faire un composant de manière assez simple ou plusieurs, vous pouvez se baser sur cette première librairie-là qui est assez bien documentée et assez bien conçue. Il y en a d'autres un peu moins, on va dire, exposées au niveau de la communauté, mais qui marchent très bien aussi. Donc celle-là s'appelle SlimJS, qui pareil, au niveau syntaxe, c'est un peu proche de celle qu'on a vue avant, c'est à base de décorateurs, c'est à base de... Alors elle, c'est pas des... Je crois que si, c'est du template string aussi derrière. Vous avez toujours la même syntaxe, on déclare des attributs, on a un template, on déclare la balise de référence, et puis après on arrive à faire tout ce qu'il y a derrière, puis tout ce qui est Shadow DOM, binding, etc. Au niveau fonctionnel, il y en a deux qui se présentent comme ça dans la philosophie. Après, dans la syntaxe, il faut arriver à retrouver ces petits. La première, c'est Sketch.js, qui est une librairie assez historique dans l'écosystème, qui, elle, est juste un wrapper autour d'autres librairies de rendu de templating. Donc, ils ont des wrappers, en gros, ils ont une version lit HTML, une version Preact, et je crois une troisième. L'idée c'est pareil, c'est toujours de proposer une syntaxe à base de classes avec une méthode de rendu. Donc là, eux, ils se basent sur les templates string. Et puis, ils vont utiliser en sous-couche derrière soit lit HTML, soit Preact, ça dépend les choix que vous voulez faire derrière. L'autre qui est vraiment, je pense, plus orienté fonctionnel dans la syntaxe et dans la philosophie, c'est Hybrids, qui se base éventuellement sur l'approche vraiment pure, fonctionnelle. Il n'y a pas de classe, c'est que des objets, des objets vraiment purs et des fonctions pures aussi. Donc vous voyez déjà de la syntaxe, avant on était sur de la classe ES6 qui étendait une classe native, etc., qui était portée par la lib. Là on arrive sur des 2-3 API qui sont fournis par la lib. Et puis la syntaxe, là on expose un objet, on lui donne en entrée, puis après il va faire tout son travail d'exposition et de configuration derrière. Avec tout ce qui est composition plutôt que de l'héritage comme on a vu avant. Il y a toujours les fameux cycles de démarrage, tout ce qui est proposé, la partie templating qui est aussi basée sur les templates littérales derrière. C'est une approche comme une autre. C'est vrai que si vous préférez l'approche fonctionnelle ou si vous faites du fonctionnel dans vos projets, ça peut être intéressant aussi de garder cette philosophie-là sur cette librairie-là. Au niveau framework, après derrière, le seul que j'ai mis là, que j'ai référencé, parce qu'en gros l'autre qui était un peu connu, c'était Polymer, j'ai préféré en parler avec LitElement. C'est un framework qui est développé par des Chinois, qui est assez bien fait, et qui se présente justement comme le framework, voilà, le framework qui merge en gros les web components, JSX, le Virtual DOM, etc. Au niveau de la syntaxe, ça reste basé sur des classes. Et alors eux, ils se présentent comme un framework. C'est vrai qu'il y a tout un écosystème. Si vous allez sur le dépôt GitHub, il y a un routeur, il y a gestion d'état, il y a tout ce qu'on a classiquement dans un framework, la gestion de formulaire aussi. Si vous avez un composant à réaliser qui va gérer un formulaire, il va vous poser ça de manière native. C'est assez bien fait, c'est assez bien documenté. Donc si vous voulez éventuellement quelque chose d'un peu plus riche pour gérer des use cases un peu particuliers ou un peu plus riches, il n'y a pas de souci derrière. Allez faire un tour, c'est quand même assez bien fait derrière. Au niveau des compilateurs, alors il y en a 3. Le premier,
même si dans son titre sur le site il se présente comme une librairie UI, quand vous travaillez avec Riot, vous définissez quand même bon là l'exemple est ultra simple, mais l'idée c'est de la syntaxe avec un template. C'est assez proche de ce que fait Vue par exemple, et on va voir le Svelte après aussi. Vous exposez votre composant avec l'API, le template, etc. Et après, vous passez par une phase de compilation. Il y a une CLI installée. Vous allez compiler votre composant. Il va vous générer un composant pur JavaScript après derrière. Un autre qui est assez intéressant dans l'approche, c'est Svelte. Alors initialement, c'est un framework. Alors il se présentait, là ils ont renommé un peu la syntaxe, mais historiquement quand il est sorti, il se présentait comme le framework qui disparaît. Donc avec cette fameuse phase de compilation où en gros vous écrivez votre application. Alors là, Svelte, vous pouvez vraiment aller jusqu'à créer une application complète avec ce framework-là. Et il y a cette fameuse phase de compilation qui va faire en sorte de supprimer le maximum de choses au niveau du runtime et d'optimiser les choses pour vous faire des composants ou une application qui est la plus légère et qui est la plus performante possible. Et donc, je l'ai rajouté dans la phase de compilation, c'est pas tellement un backporters, mais lui il propose d'exporter votre composant avec la CLI en mode custom element ou en mode web components un peu derrière. Un autre qui commence à être assez connu dans l'écosystème et qui, dans l'approche, est assez intéressante aussi, c'est Stencil. Donc c'est un compilateur qui est proposé par l'équipe d'Ionic, le fameux framework UI mobile, qui a fait le choix, cette équipe-là, ils ont fait le choix, après avoir écrit 2 fois toute leur librairie de composants Ionic en se basant sur AngularJS, puis après sur Angular, ils se sont dit on va arrêter les bêtises, on va faire quelque chose qui est un peu plus, on va dire standard ou un peu plus interopérable. Et donc ils ont fait le choix de se baser sur les web components, et puis ils se sont dit dans l'approche on va essayer de faire quelque chose de performant ou qui marche au niveau de pas traîner un runtime au niveau du run dans le browser. Donc ils ont fait aussi ils ont créé leur compilateur, et donc en gros tous les composants que vous utilisez dans Ionic en fait sont créés avec Stencil et compilés avec Stencil avant. Et donc lui dans son approche, il hérite très fortement de tout ce qui est syntaxe proche d'Angular, vu l'historique qu'ils avaient, avec tout un tas de décorateurs que vous allez poser sur votre classe et vous allez enrichir avec des décorateurs sous vos propriétés, sur vos méthodes, etc. pour mettre à disposition au sein de votre composant soit les fameux attributs dans lesquels vous allez rentrer les données, soit en passant par les propriétés, puis exposer éventuellement des API au travers de méthodes, etc. pour travailler un peu avec votre composant derrière. Donc n'hésitez pas à aller le tester aussi. Ils sont passés en version 1 où ils ont réécrit encore un peu le compilateur, la partie génération aussi derrière. Et ils arrivent à des choses assez intéressantes aussi derrière. Au niveau backporting, j'en ai mis 3-4, les 2 plus gros. Le premier c'est Angular, le fameux framework qui est assez imposant par son approche, qui propose depuis, c'est un projet qui a démarré dans les fameux Angular Labs, des API ou des tests qui font un peu à côté du cycle de vie du framework et qui testent des idées, puis après si ça marche bien, si la communauté adhère, ils redescendent ça dans le framework. Donc c'est exposé avec donc les Angular Elements où vous pouvez en gros de votre composant Angular lui dire à un moment donné au niveau de la compilation je vais le sortir de mon projet et je vais le compiler en mode web components et après il sera utilisable dans n'importe quel projet de par la syntaxe et de par l'utilisation des web components derrière. Les premiers essais c'était pas vraiment très performant parce qu'en gros vous récupériez un web component qui est éventuellement super léger au niveau du code, mais vous tiriez tout le runtime d'Angular après derrière, donc c'était pas, dans l'esprit c'était pas super performant. Là les derniers tests que j'ai fait moi avec le fameux nouveau moteur de rendu Ivy qui est censé un peu simplifier les choses sur la partie rendu, on arrive à des composants qui sont, on va le voir après dans un benchmark, on arrive à des composants qui, au niveau éventuellement du fameux poids de fichier, si on veut comparer ça à un poids de fichier par exemple, mais il n'y a pas que ça à comparer, sont vraiment meilleurs par rapport à ce qu'on pouvait faire avec la première version derrière. Donc éventuellement, si vous avez un écosystème d'applications Angular et puis que vous avez petit à petit intérêt ou envie de sortir vos composants pour les réutiliser dans d'autres projets ou dans d'autres contextes, vous pouvez le faire avec ça. Vue.js aussi le propose, c'est
ça passe aussi comme Angular comme les autres avant par la CLI, où vous écrivez votre composant. Et en gros, avec la CLI, il va vous compiler une version définie avec les web components, avec les standards après derrière, pour utiliser votre composant Vue.js dans un autre projet éventuellement, ou même dans un CMS par exemple. La grosse contrainte de cette approche-là, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait le runtime de Vue.js qui soit exposé dans la page à côté derrière. Donc si vous avez un tout petit composant que vous allez importer dans un CMS derrière qui fait 20 kg, vous allez quand même devoir installer quelque part dans la page en plus le runtime de Vue.js aussi derrière. Il y en a encore deux autres. Il y en a un qui est historique, qui s'appelle Dojo, le fameux framework Dojo, qui lui aussi, de par sa syntaxe et ses nouvelles versions, donne la possibilité, de par l'approche composante, de générer des web components derrière. Il faut adhérer à la syntaxe, hein, c'est assez verbeux, ça marche pas trop mal. On passe pareil par une phase de compilation où vous allez pouvoir générer votre composant derrière. Et j'en ai mis un dernier, c'est Ember, pour ceux qui font du Ember.js. Il y a aussi la possibilité, au travers d'un plugin de la CLI, de générer vos composants Ember, de les générer en mode Web Components derrière. Si vous voulez vous faire une idée un peu de tout ça, j'ai créé un benchmark il y a quelques mois sur justement tous ces technos-là. Je voulais voir un peu quels étaient les avantages, inconvénients, qu'est-ce que ça donnait vraiment en run. Donc n'hésitez pas éventuellement à aller le voir. On peut aller vite fait normalement si j'ai un peu de web. L'idée c'était, ça peut être une indication pour éventuellement faire un choix ou pas, ou juste regarder ce que ça donne. Pour essayer de voir un peu, j'ai forqué un projet qui était fait par Julien Renaud à Toulouse de créer avec deux applicatifs super simples avec toutes les technos un peu existantes, et de voir un peu ce que ça donnait en termes de, par exemple, taille de poids de fichier à la fin, et après c'est des mesures là qui sont faites en utilisant Puppeteer et le shoot mémoire de Chrome DevTools pour récupérer tout le temps de chargement de la page. Est-ce que le time to interactive est important, et puis là c'est des use cases liés à la partie to-do list, et puis de voir un peu comment se comporte certains frameworks, la taille des fichiers, etc. Là on voit que Angular Element c'est super gros, Vue.js aussi. Puis bon, au niveau des pairs, c'est pas forcément ça. Et il y a un autre use case un peu tordu, c'est le triangle de Pascal, où on affiche 500 web components à la queue leu dans la page. Et pareil, d'aller mesurer, de voir un peu comment ça se comporte sur tout ce qui est lib, que ce soit les libs, j'ai séparé en deux, j'ai mis la partie lib et compilateur en premier, et puis de voir un peu la partie éventuellement framework un peu derrière aussi. Donc n'hésitez pas à la regarder si vous voulez faire une idée un peu de tout ça. Je vais repartir sur excusez-moi. Alors, une fois que vous avez vu tout cet écosystème-là, vous êtes tenté de dire quel choix je vais faire. Donc attention, quand vous avez ce choix-là à faire, on est trop souvent porté par la techno et par nos habitudes de tous les jours en tant que développeur. Il faut faire attention entre ce que je vous ai présenté là au niveau des approches, entre votre expérience en tant que développeur. Ouais, c'est cool, la syntaxe, il propose ça au niveau des templates, au niveau du décorateur, c'est sympa au niveau de l'expérience développeur. Mais éventuellement, il va peut-être pas être idéal pour tout ce qui est expérience utilisateur final, parce que niveau perf, ça va pas être ce qui vous êtes censé avoir, ou vous allez vous tirer un runtime en plus derrière qui peut être impactant. Bon, après, c'est des choix, ou en tout cas, c'est des choses à prendre en compte derrière, entre l'historique, votre appréhension d'une techno, les compétences que vous avez dans l'équipe, est-ce que vous faites du TypeScript ou pas, vous allez peut-être orienter vos choix par rapport à ça aussi derrière. Mais il faut toujours essayer de faire un peu attention à tout ça aussi. Alors maintenant qu'on a vu un peu l'écosystème, comment on peut concevoir tous ces web components là aujourd'hui, l'idée après, dans ce talk là, c'était de vous montrer des use cases et de voir comment on peut éventuellement utiliser ces web components là dans la vraie vie. Alors au niveau du use case, il y en a plusieurs. Le premier, c'est les fameux design systems dont je parlais en introduction. C'est présenté, et dans la philosophie, c'est l'idée de se dire on a une librairie centrale de composants
qu'on peut partager entre plusieurs équipes et entre plusieurs projets, et qui vont, au niveau de l'approche, on va le voir après, simplifier tout ce qui est phase de design et de développement derrière, et d'assurer le fait qu'entre plusieurs applicatifs, on a logiquement une cohérence graphique et ergonomique, et puis d'usage de vos applicatifs derrière. Et indirectement après, à l'échelle aussi, parce qu'on va le voir après dans les avantages. Et normalement, design system, c'est un grand mot assez large qui prend en compte un peu tous ces packages-là. Et après, c'est un peu décliné suivant des, des mots, un peu, ou en tout cas des contextes un peu particuliers. Dans certaines entreprises, il y a une partie qui est faite, pas le reste. Ça dépend de l'usage qu'on en a et du temps qu'on y met. Ça peut être juste un style guide éventuellement déjà, ou une charte graphique, mais qui va vous permettre éventuellement d'adapter dans votre projet les contraintes graphiques de l'entreprise par exemple. Et si on voit un peu plus large au niveau design system, l'idée c'est qu'il y a des blocs pour construire les choses, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau de la typo, etc. Des icônes, après tout ce qui est pattern de mise en place, donc avec des éléments, des composants, des templating ou des patterns de positionnement d'écran par exemple. Et puis des règles de design sur des guidelines éventuellement derrière. Alors les avantages dans le design system, avant de rentrer un peu plus dans le détail, le premier c'est que ça va logiquement, alors là je parle plus pour la partie visuelle, mais ça va réduire votre dette au niveau design. Alors c'est pas vous n'êtes pas directement concerné en tant que développeur, mais de manière globale, sur 1, 2, 3 projets, vous n'allez pas réinventer la roue au niveau design. Le bouton, ou la partie typo, ou l'écran, ou le widget, etc. Il a été conçu, réfléchi, et après vous l'utilisez dans votre projet, il n'y a plus à se prendre la tête là-dessus. Ça améliore, on va dire, ça réduit les problèmes de collaboration et de communication entre les équipes design et dev qu'on a souvent des fois, où chacun a son point de vue sur soit la manière de faire, soit l'usage, et puis du coup ça permet on réfléchit tous ensemble à la conception de ce design system-là, et une fois que c'est calé, on peut avancer sur vraiment le cœur du projet éventuellement. Et puis ça logiquement évite tout ce qui est travail répétitif. On le fait une fois, on le conçoit bien, et après on l'utilise un peu n'importe où dans le projet. Et ça aussi propose une cohérence de manière globale dans une famille de produits. Quand vous avez plusieurs applicatifs, les utilisateurs finaux s'y retrouvent parce qu'ils ne sont pas perdus entre deux applicatifs qui seraient complètement un peu éclatés au niveau UI. Alors les design systems, si vous cherchez sur Internet, vous en trouvez pas mal. Il y a plein de sociétés qui s'y sont mis parce que du coup, soit ils ont grossi très rapidement et ils sont arrivés dans le cas dont je parlais en introduction, où ils ont commencé avec une application, 2, 3 et puis 5, ou éventuellement de manière un peu plus large, on va le voir après avec Salesforce, des plateformes vraiment assez importantes. Et du coup, ils sont arrivés dans ce besoin-là de standardiser un peu tout ce qui est UI, et puis de mettre en place ce design system derrière. Donc le premier, c'est Uber. Donc là c'est pareil, que ce soit... alors après les design systems, on le verra dans la partie technique, ça peut être très orienté suivant les usages, soit web, soit multi-techno, web, mobile, etc. Puis après les briques éventuellement sont déclinées suivant les technos. Vous avez Airbnb aussi qui a standardisé un peu tout ça, qui a clarifié, qui a expliqué, dit voilà, ces blocs-là, on va les faire comme ça et on va les mettre en place de cette manière-là. HubSpot, Salesforce aussi. Donc, alors Salesforce c'est un peu particulier parce que c'est un design system orienté sur la plateforme Salesforce, qui permet aux développeurs qui font du Salesforce éventuellement d'aller récupérer les composants qu'ils ont créés, et que vous ne perdiez pas de temps à réinventer la roue, et de logiquement vous concentrer un peu plus rapidement sur le métier de votre application que vous allez développer dans Salesforce. Et puis j'en ai mis une dernière, c'est Atlassian, mais il y en a tout un tas d'autres derrière. C'est pareil, proposer tout un set de composants pour leur univers un peu graphique, et de gérer un peu toute la partie entreprise et UI derrière. Alors au niveau de la réalisation, si vous dites il faut qu'on mette ça en place dans notre entreprise, parce qu'en gros ça peut avoir des avantages. Le premier point important, c'est de faire attention entre le curseur est dur à mettre en place entre la flexibilité de votre composant ou de votre design system de manière large, et puis la consistance, est-ce qu'il va être cohérent, est-ce qu'il va être simple, et est-ce qu'il va être éventuellement assez exhaustif ou pas.
Faut pas oublier d'avoir en tête que les composants que vous allez créer après derrière, peu importe la techno, ils vont décrire un langage visuel qui aura été porté par la partie design. Et puis ils ont un fonctionnel derrière à prendre en compte et qu'il faut pas oublier derrière. Et puis c'est un parcours à prendre en équipe avec la partie designer et développeur. Faut vraiment, je l'ai dit avant, il faut vraiment essayer de les penser, de les développer, de les concevoir vraiment logiquement ensemble. Alors après, si l'approche, alors on peut les concevoir avec des web components. C'est vrai qu'historiquement, il y a certains design, on pourrait comparer certains design systems à des librairies UI qu'on utilisait historiquement. Bootstrap, éventuellement, ça pourrait en être une. L'idée, c'est éventuellement de développer soit avec du Vanilla JS comme ils avaient fait, ou d'éventuellement se porter un peu sur la partie Web Components, qui va permettre de créer des blocs un peu plus interopérables et un peu plus fermés qu'éventuellement les autres approches qu'ils avaient pris avant. Donc vous pouvez faire votre choix. On a vu les possibilités que vous aviez avant. Faites votre choix et après, l'idée c'est de commencer à développer et d'éventuellement d'outiller un peu tout ça. Alors certains au niveau des librairies vous proposent un peu d'outillage, Stencil ou d'autres par exemple, et vous allez trouver dans l'écosystème des scaffolders pour travailler avec ça. Sinon je vous recommande un projet open source qui s'appelle OpenWC qui permet de proposer tout un tas de recommandations et d'outils pour faire tout ce qui est linting, développement, test, mise à disposition de la doc, etc. autour des web components, ils sont focalisés vraiment là-dessus. Et donc ils font un boulot assez impressionnant là-dessus. Donc si vous avez un ou deux, trois web components à développer par exemple en Lit Element, éventuellement regardez ça parce ils vont vous proposer toute la partie tooling pour faire les tests éventuellement. Et la partie mise à dispo, on va le voir après derrière. Au niveau un point important, c'est au niveau de la documentation. Et on va en voir un autre exemple après derrière. Il faut absolument penser à documenter vos composants parce que logiquement, ils vont être utilisés dans d'autres projets après derrière. Et du coup, que les développeurs sachent que le composant, il a besoin de ça en entrée, il a de ça comme API, et il va vous exposer ça comme feature. C'est assez important. Et donc, je pense que vous le connaissez tous, Storybook, c'est une solution assez intéressante pour justement mettre à disposition tout un panel de composants et de pouvoir les tester en live et de voir si je lui donne telles infos en entrée, il va réagir comme ça, il va me proposer ça. Et de les voir un peu dans la vraie vie et pas juste un readme sur un dépôt GitHub avec des captures d'écran derrière. Donc OpenWC il vous propose cet export-là pour mettre à disposition votre librairie de composants dans Storybook. Sinon, au niveau du partage, donc ça c'est une manière de documenter et de mettre à dispo les composants. Au niveau du partage dans l'entreprise ou même dans un projet, vous pouvez utiliser soit le fameux NPM classique pour mettre à disposition vos composants dans un registre éventuellement ou dans un scope particulier de NPM. Ou vous pouvez utiliser BitSRC là, qui est une plateforme, alors c'est plus un pass qui permet d'éventuellement de mettre à disposition, ça marche pour de l'entreprise, ça marche pour de l'open source aussi, de mettre à disposition tout un tas une collection de web components par exemple, ou de composants de manière générale, pour pouvoir les réutiliser dans vos projets après derrière. Le deuxième use case sur les web components, c'est de se dire, même si je ne vais pas avoir un gros applicatif, j'ai juste un cas particulier où je suis dans un environnement avec un CMS ou avec un projet un peu particulier sur du e-commerce, et puis j'ai une brique à importer à un endroit dans un écran. Le mode standalone widget marche très bien aussi pour la web components parce qu'en gros, vous allez, et là je mets un exemple, mettre à disposition en quelques lignes un composant qui sera enrichi et de manière assez poussée. Vous allez pouvoir proposer des fonctionnalités. Alors celui que j'ai pris là est assez visuel et assez fun, mais il y en a d'autres plus orientés use case, éventuellement un peu plus métier. Mais celui-là, c'est un web component où vous allez en gros poser la balise script, vous allez récupérer la partie JS, la définition de votre composant dans votre page. Et après, vous avez juste à utiliser la balise en lui donnant la source, là, par exemple, du fichier 3D. Quelques informations en plus derrière sur le paramétrage. Et après, il va vous afficher tout simplement un viewer de modèle 3D dans votre page.
et puis après c'est terminé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et la promesse des components que vous avez déjà utilisé pour la plupart, c'est ça, c'est de se dire bah, j'ai un widget que je vais embarquer dans un CMS ou dans un contexte un peu particulier, c'est pas forcément dans une application avec un framework au-dessus derrière, bah, de pouvoir proposer quelque chose de très enrichi et de manière assez simple derrière. Le troisième use case dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la fameuse migration de framework. Moi j'ai eu plusieurs clients et on a tous le cas, où en gros on commence un projet et puis on fait un peu un mariage, un peu, c'est-à-dire on va lancer un projet avec une techno et on pourrait prendre ça comme un mariage parce qu'en gros on va lancer soit l'écosystème, soit l'applicatif, le paradigme, l'architecture, vous allez concevoir avec tout ce qui est proposé par le framework, tout ce qui est outillage, tout ce qui est conception même des composants et l'approche. Donc c'est un choix qui généralement est fait en cohérence parce que les équipes sont formées, parce que c'est des choix que vous avez fait dans l'entreprise. Mais c'est des risques qu'on a des fois de s'enfermer dans une techno et qu'on fait tout un applicatif avec un framework et qu'éventuellement on se retrouve dans 3, 4 ans, 5 ans à remigrer l'applicatif dans un nouveau framework parce que il faut faire rajouter de nouvelles features, il faut que même si ça marche bien au niveau de la conception, il faut migrer un peu, il faut rester un peu au goût du jour. Et qu'éventuellement l'autre travers, c'est que des fois toute l'architecture de l'applicatif est basée sur ce que propose le framework. Je dis pas que c'est mal, mais c'est un travers qu'on a des fois et après on peut se retrouver enfermé ou ça facilite pas la migration ou le travail de réécriture ou d'évolution de l'applicatif dans le temps. Et donc on peut se retrouver dans cette phase-là, et moi j'ai eu plusieurs clients où ils sont arrivés depuis 2, 3, 4, 5 ans avec un écosystème là, du backbone. J'en ai mis deux, mais il y aurait pu en avoir d'autres. Hein. Ils ont du backbone, ils ont l'AngularJS, ils ont d'autres trucs historiques, ou même du jQuery. Ils disent bah là il faut qu'on migre, là on est en 2019, faut qu'on aille sur on a des technos maintenant au niveau front qui sont quand même assez sympas, que ce soit Angular, Vue ou React par exemple. Et du coup, de se dire, outre le choix vers quoi on va aller, et c'est comment on va adresser cette phase-là, et comment on va y aller. Ce soit au niveau de l'applicatif, au niveau du métier, au niveau de la conception après derrière. Du coup, il y a toujours les deux fameuses stratégies dans ces phases de migration-là. C'est soit on casse tout, donc en gros, on met un peu tout à la poubelle, on reprend un peu la partie fonctionnelle et puis on réécrit tout. Soit on y va de manière incrémentale. Ce qui est généralement le choix qui est fait par pas mal de... Et moi je l'ai vu récemment, c'est plutôt ce choix-là qui est fait. Et dans cette phase de migration-là, une des réponses éventuellement, ça peut être les web components. Et donc moi j'ai eu 2-3 clients qui sont partis dans cette approche-là de dire je pars d'un framework à un autre, et puis sur certaines briques importantes dans plusieurs écrans, je vais passer sur cette techno-là parce qu'en gros, ça va me permettre éventuellement. Ils se sont projetés à quelques mois, quelques années en se disant il y aura cette application-là migrée, puis en ce composant-là, on a vu que il est utilisé dans un autre applicatif, et puis il y a un intérêt à ce qu'il soit éventuellement un peu plus ouvert et puis utilisable dans deux applicatifs et de manière un peu plus simple. Et donc cette approche-là marche assez bien pour la partie migration derrière. Au niveau de l'intégration des web components, du coup, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que vous prenez vos composants existants et vous les migrez. Et le truc important aussi, c'est éventuellement de vérifier que le framework que vous allez en cible supporte bien ces fameux web components-là. Outre la norme, outre les API, outre le fait que tous les librairies qu'on avait avant, ils vous exposent des polyfills, etc., soit de manière dynamique, soit en détection de features. Et pour ça, je vous recommande d'aller sur ce site-là, qui est proposé par Rob Dawson de l'équipe Chrome, il s'est amusé à faire toute une série de tests sur les supports des web components dans les gros frameworks qu'on connaît tous. Hein, il y en a un paquet dans la liste. Et là, j'ai simplifié un peu la capture, mais vous voyez que par exemple, React, même dans la dernière version, au niveau du support de web components, il n'est pas à 100%, quoi. Même si les autres sont pas là, il y en a d'autres qui sont là. Donc c'est des choix, faut avoir en tête aussi ça, c'est que si vous partez sur des components, faut avoir en tête que le framework dans lequel vous allez les héberger après derrière, il peut ne pas bien supporter tout ça derrière.
Niveau de la migration, moi, les gros retours que j'en ai eu sur les entreprises qui ont fait ce choix-là, c'est qu'il faut faire attention à tout ce qui est librairie UI et que vous allez commencer à créer petit à petit en faisant votre migration et à tout ce qui est compatibilité parce que vous êtes sur une phase de migration, vous avez un vieil applicatif, un ou plusieurs, vous allez migrer sur une nouvelle techno et du coup, il faut avoir en tête que votre composant, vous allez le créer et il va peut-être avoir un cycle de vie avant d'être stabilisé et il faut qu'éventuellement entre 2 3 versions il soit rétrocompatible sur les anciens applicatifs qui vont éventuellement utiliser le composant derrière. Faites attention aussi à la transition entre éventuellement si vous refaites un peu l'UI ou la construction de vos écrans entre l'ancien et le nouveau, il y a un temps de transition qu'il faut prendre en compte aussi. Faut essayer de pas trop se coupler avec, pareil avec la partie techno derrière, d'essayer de bien découper les choses. On va le voir après derrière. Et puis la plupart m'ont dit aussi que ça marche quand même pas mal. Donc ils sont assez contents, ils sont assez satisfaits de leur choix. Alors après, une fois qu'on a fait la migration, ça c'est éventuellement on passe d'une application d'une techno à une autre, mais on reste sur éventuellement un applicatif. Depuis quelques mois, voire quelques années, il y a une tendance qui arrive, vous avez peut-être entendu parler, c'est les fameux micro-frontends. L'idée derrière ce terme-là, c'est éventuellement de découper votre application comme un ensemble de features qui seront éventuellement développées de manière indépendante par plusieurs équipes. Et c'est pas juste, il y a une équipe de 10 personnes qui développe une seule application sur tous les écrans. Là, l'idée, c'est de se dire, on découpe tout et puis le meilleur exemple, c'est Spotify où l'application existante, bah, il y a une équipe qui est en charge de la barre de lecture en bas, il y en a une autre qui est liée à l'écran de recherche, la page de détail d'un artiste, etc. Et chacun gère que sa zone fonctionnelle et tout ce qu'il y a de technique après derrière. Et ça implique bah, vraiment toutes les zones opérationnelles, que ce soit de la base de données jusqu'au front derrière avec la partie UI. Et donc ça peut changer la manière de concevoir les applications aussi, parce qu'en gros, on va pas plus avoir une équipe éventuellement qui est dédiée à toute l'application, mais plusieurs et qui éventuellement peuvent être splittés avec des besoins un peu dérivés derrière. Alors il y a plusieurs des gros noms, des entreprises que vous connaissez qui sont passées là-dessus, avec des retours assez intéressants entre Ikea, Spotify, Amazon, ou Zalando aussi. Après, les paradigmes techno, on va le voir un peu derrière, sont un peu différents. Mais l'idée, c'est de se dire, bah, ils découpent leur applicatif et ils mettent en place une équipe après derrière sur chaque zone fonctionnelle. Alors, au niveau des stratégies, au niveau des micro-frontends, il y en a plusieurs. Les approches sont un peu différentes. Il y en a certaines qui sont un peu aberrantes par rapport à d'autres, mais bon, elles ont le mérite d'exister et vous pouvez, suivant les cas, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a un très bon talk de Audrey Neveu là-dessus au Devox cette année, qui détaille un peu plus comment ils sont passés par ces étapes-là. D'avoir soit la partie, soit je vais découper avec des fragments HTML les parties de mon applicatif et puis je vais faire travailler un travail assez fort avec la partie serveur. Il y a éventuellement l'approche quand on va essayer de migrer 2 3 applications dans un même écran, parce qu'au niveau fonctionnel métier, bah, on est arrivé à un écosystème assez riche et il faut migrer de cette manière-là. Il y a l'approche avec les fameuses iframes où en gros on va mélanger 2 3 applis dans le même écran à base d'iframes. Donc il y a un framework qui se présente comme ça qui s'appelle Single SPA, qui est le framework des frameworks, qui se présente comme ça, où vous allez pouvoir connecter plusieurs iframes ensemble et les relier derrière. Et puis sinon, il y a l'approche avec les web components où vous pouvez en gros commencer à dédier un peu une zone fonctionnelle à une équipe qui va le découper, le développer en web components et éventuellement interagir et pouvoir concevoir votre application avec ce use case-là aussi. Et alors pour finir sur cette dernière partie-là, les questions à se poser si vous devez arriver dans ce mode de micro-frontends, c'est quelle taille notre application elle a en termes de taille d'équipe et de base de code. Si vous êtes 5, il n'y a aucun intérêt à part un applicatif vraiment exceptionnellement gros, mais est-ce que la taille d'équipe s'y prête bien? Est-ce que la base de code s'y prête bien aussi? Si vous avez une vingtaine d'écrans, vous êtes 5-10 à travailler dessus, il n'y a pas d'intérêt à aller sur du micro-frontends ou du découpage assez poussé dans cette approche-là. Et est-ce qu'on peut aussi découper l'application en plein de petites briques et associer du fonctionnel ou l'approche métier un peu derrière?
et est-ce qu'on peut assez facilement aussi mettre à jour des petites fichières dans l'application sans que ça casse d'autres choses derrière. Ça rejoint tout ce qui est architecture front, on pourrait passer des heures là-dessus. Il y a des très bons talks après de Hubert là-dessus sur comment on découpe l'application, éventuellement, est-ce que mon composant, il y a un store global dans l'appli, et du coup est-ce qu'il va s'en servir ou pas, ou est-ce qu'il est autonome dans son coin, et est-ce que du coup on peut mettre à jour ce composant-là sans forcément que tout le reste soit mis à jour aussi, ça fait partie de ces questions-là derrière. Je vais finir avec un dernier chapitre sur justement qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois sur la partie Web Components. Il y a quelques API qui sont en réflexion, qui sont proposées au niveau du comité ECMAScript et W3C pour justement proposer des choses un peu plus poussées sur la partie Web Components. Alors de base sur la partie langage JavaScript, et puis les Web Components vont en tirer parti aussi. L'idée c'est au niveau de la balise template, quand vous déclarez un template HTML, c'est l'idée d'avoir, actuellement ils sont assez statiques dans l'esprit, et après c'est éventuellement wrappé et utilisé par vos frameworks habituels. Là l'idée c'est de proposer un peu de dynamisme dans cette balise là, et là par exemple d'exposer des features comme on le connaît tous dans les frameworks, et de dire qu'en gros ce template là, certes il a une déclaration d'HTML qui est présente, et il a des choses qui sont dynamiques, qui pourront varier, soit à l'initialisation, soit dans le temps aussi. Il y a des API après qui sont proposées, déjà pour le créer, mais aussi pour le mettre à jour en disant la partie email, là, elle va varier dans le temps, et puis la partie moteur JS va s'en occuper tout seul après derrière. L'autre partie, c'est la partie design. Au niveau Shadow DOM, pour ceux qui ont déjà joué avec, c'est assez compliqué au niveau design de styler un peu tout ça, et surtout les composants et les éléments qui sont à l'intérieur du Shadow DOM. Donc il y a des possibilités actuellement, et une des possibilités un peu plus poussées qui est en réflexion, qui est implémentée dans Chrome, c'est les CSS Shadow Parts. C'est l'idée d'exposer, de dire de manière déclarative dans votre template HTML, de dire cette zone-là sera adressable par du CSS extérieur, et vous pourrez éventuellement au niveau syntaxe dire, suivant un use case particulier, suivant un cas bien précis, je vais pouvoir designer à l'extérieur de mon composant cette partie-là. Donc ça c'est supporté, pour l'instant c'est implémenté que dans Chrome, et ça vous permet de commencer à styler de manière un peu différente vos composants. Une autre API qui est en réflexion, c'est les style sheets, les constructible style sheets. C'est l'idée de pouvoir déclarer, en gros, quand vous faites votre component, vous allez de manière un peu impérative à l'avance déclarer une balise style qui va poser un peu la partie UI de votre composant. Mais si vous allez utiliser 2-3 fois le même web component dans votre page, le moteur il va peut-être parser 2, 3 ou 4 fois cette balise style là, et au niveau performance c'est pas idéal. Donc là cette API là elle propose l'idée de dire on va déclarer une nouvelle une style sheet CSS en syntaxe JavaScript. Et après, une fois que vous avez déclaré votre Shadow DOM, vous allez pouvoir dire les style sheets un peu dynamiques de mon Shadow DOM, de mon composant, sont celles-ci. Vous pouvez envoyer un tableau derrière. Et pouvoir dynamiquement, et en gros, ça va être référencé de manière globale. Et après, s'il y a plusieurs composants qui sont instanciés, le moteur ne va pas refaire 3 ou 4 fois les choses derrière. Dernière partie, c'est les modules HTML et CSS. Donc l'idée c'est de backporter l'approche qu'on connaît tous maintenant des modules ES6 sur la partie HTML et CSS. Et du coup de pouvoir importer et exporter la syntaxe HTML dans vos composants de manière un peu plus poussée, et de tirer parti de toute la syntaxe import-export. Donc là j'ai mis un exemple où on va importer et exporter votre templating derrière. Et ça, c'est pareil pour la partie CSS aussi. Ils ont l'idée d'exposer des modules CSS qu'on pourra réutiliser au niveau syntaxique de manière assez poussée. Donc ça, c'est dans Chrome 73, si vous voulez commencer à jouer après derrière. Et le dernier point, c'est la partie namespacing. La contrainte qu'on a actuellement, c'est que quand vous allez définir un composant, un web component dans le registre global, il est défini pour tout le monde. Et là, l'approche des custom elements Scopid, c'est de namespacer un peu votre définition, d'avoir un registre à vous dans lequel vous allez définir tous vos composants.
et que vous allez pouvoir utiliser un peu plus finement et éventuellement pas aller polluer tout le registre un peu global pour les problèmes éventuellement de conflits avec des composants qui seraient exposés de manière globale avec une autre lib ou avec un autre composant que vous auriez intégré dans votre application derrière. Alors, je vais conclure. Si vous avez des web components à utiliser dans votre application ou à intégrer, ou si vous voulez passer un peu là-dessus, premier point à regarder, c'est bien analyser, bien découper et bien regarder qu'est-ce que vous pourrez utiliser et qu'est-ce qui a un intérêt à être éventuellement exporté de votre application pour être utilisé plus tard. Pas hésiter à commencer petit et puis à mixer petit à petit un peu les choses entre 1, 2, 3 et une collection de composants après derrière. Essayez de choisir le scope de votre composant de manière assez simple. C'est toujours le curseur entre est-ce que je prends une toute petite zone ou une grosse partie. Et puis faites attention aux perfs aussi. Je vous ai mis quelques liens dans les slides sur des ressources que vous pouvez les regarder après derrière sur la partie sur le design system ou toutes les parties qu'on a vues aujourd'hui. Je finirai avec deux petits points. Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais quand on repart dans cette approche-là de composants un peu génériques qu'on va interopérable dans tous les projets, faut pas hésiter à rester simple et vraiment bien découper les choses et commencer petit, rester simple, puis après enrichir les choses plutôt de vouloir migrer tout un écran derrière dans un web components parce qu'après vous allez arriver aux limites des API ou de la composition derrière. Et puis sinon, restez le plus possible au niveau de la plateforme quand vous avez du code métier. Des choses assez poussées au niveau de votre composant. Essayez de ne pas trop mélanger les choses, et Hubert en parlera après dans son talk, de ne pas trop mélanger les choses avec votre framework et de déporter la partie UI de présentation avec des composants, des web components éventuellement, ou des composants de votre framework, et puis la partie métier de la décorer dans du code TypeScript ou du code JavaScript, et du coup de tirer parti de la plateforme et de vous permettre de migrer un peu plus facilement derrière. Voilà, c'est tout pour moi. Merci pour votre écoute.